Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette émission spéciale d'Astronature 49. Aujourd'hui, cette émission ne sera pas consacrée aux éphémérides du ciel, mais sur un sujet réservé à un pan particulier de l'astronomie amateur. Les satellites artificiels et les stations spatiales, ainsi que les autres objets d'origine humaine que l'on peut voir dans le ciel. Alors, qu'est-ce que c'est au juste? Quelle différence y a-t-il? Et est-ce qu'il est possible de les observer? Et si oui, comment? C'est à ces questions qu'on va pouvoir répondre au fil de cette émission. Tout d'abord, je me tourne vers Mathieu. Et Mathieu, peux-tu nous dire pourquoi on ne parle pas de ces satellites artificiels dans nos éphémérides du ciel mensuels? Eh bien tout simplement parce que cela rallongerait considérablement les éphémérides. Il faut savoir qu'il y a d'innombrables satellites qui sillonnent notre ciel. Il y en a beaucoup. En plus de cela, il y a plusieurs passages d'un seul et même satellite par jour. Et en plus de cela, il y a plusieurs passages par semaine. Donc ça veut dire qu'il faudrait une liste infinie pour décrire tous les éphémérides de chaque satellite. Ce serait énorme et évidemment nos éphémérides n'en finiraient plus. Maintenant qu'on sait pourquoi, on peut rentrer dans le vif du sujet. Quelle différence y a-t-il entre des stations spatiales et les stations artificielles? Alors, les satellites artificiels, ce sont des objets d'origine humaine qui sillonnent l'espace en orbite autour de la Terre, de manière générale. Les stations spatiales, c'est une catégorie de satellites. Alors, c'est plus gros que de simples satellites artificiels. Une station spatiale, en fait, c'est un laboratoire, également en orbite autour de la Terre, à basse altitude, et qui est habitable. On a des équipages d'astronautes qui se succèdent à son bord et qui y vivent et y travaillent, notamment sur divers domaines de recherche scientifique. Les satellites artificiels, quant à eux, ne sont pas habitables. Aucun astronaute n'a la possibilité de vivre et d'étudier dans des satellites artificiels. Par contre, les satellites artificiels sont délégués à divers domaines d'études, souvent dans la recherche scientifique. Maintenant qu'on sait la différence entre les deux, est-ce qu'on peut parler des principales catégories de satellites? Alors oui, on va tout d'abord partir sur les stations spatiales. Alors la station spatiale la plus connue, eh bien, c'est l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Comme son nom l'indique, c'est une station internationale. Alors elle a été lancée et pilotée par la NASA, développée conjointement avec Roscosmos, qui est l'agence spatiale fédérale russe, mais 16 autres pays y participent, dont l'agence spatiale européenne. Elle a été lancée en novembre 1998, donc ça fait déjà 20 ans. Alors la Station Spatiale Internationale fait quand même une belle taille. Elle pèse environ 450 tonnes pour 110 mètres de long, 74 mètres de large, 30 mètres de hauteur pour les envergures. Alors elle se trouve entre 350 et 400 km d'altitude environ. Elle fait un tour autour de la Terre en 92 minutes et quelques secondes. Et elle a une vitesse orbitale de 27 000 un petit peu plus de 27 000 jusqu'à 28 000 km/h. Ça fait entre 7 et 8 km par seconde. Le coût total de cette mission s'élève entre 100 et 150 millions de dollars selon des estimations. Depuis 20 ans, novembre 1998, son lancement, elle aurait fait, semble-t-il, en plus de 110 000 fois le tour de la Terre. Donc elle a parcouru pas mal de chemin. L'objectif de l'ISS, c'est divers domaines de recherche scientifique, tels que la biologie, la physique, l'astronomie, la météorologie. Elle est occupée en permanence par 6 personnes.
chacun effectuant un séjour d'une durée de 3 à 6 mois. Et cet équipage partage son temps entre les opérations d'assemblage, de maintenance et de tâches scientifiques. Cette mission doit durer encore un petit moment. Normalement, elle doit se terminer en 2024. Ce qu'on sait un petit peu moins, c'est qu'il y a une deuxième station spatiale, Tiangong 2. Elle est chinoise. Et la traduction en français de Tiangong, ça signifie palais céleste. Un terme assez poétique. Le lancement de Tiangong 2 est assez récent, le 15 septembre 2016. Et elle doit théoriquement continuer sa mission jusqu'à l'été 2019. Après quoi elle sera certainement désorbitée. Alors elle est beaucoup plus petite que l'ISS, Tiangong 2. Elle pèse 8,6 tonnes environ. Et elle mesure entre 10 et 15 mètres de long, 3 mètres de diamètre environ, et un peu plus de 18 mètres de large quand les panneaux solaires sont déployés. Alors elle contient 2 modules, un expérimental où les taïkonautes vivent et où se trouvent les charges utiles scientifiques, et un autre de ressources avec entre autres le système de propulsion. Elle se trouve à peu près à la même altitude que l'ISS, c'est-à-dire entre 380 et 400 km, et elle a été occupée par un équipage de 2 personnes pendant une vingtaine, une trentaine de jours environ, mais elle n'est actuellement plus utilisée. Alors, hormis les stations spatiales, on va passer tout de suite aux satellites artificiels, mais tout d'abord quelque chose d'assez différent, le télescope spatial Hubble, on le connaît bien. Alors c'est pareil, lui, ce télescope a été fabriqué par la NASA, il a été lancé le 24 avril 1990. Il a une masse de 11 tonnes et se trouve à environ 600 km d'altitude, soit un tout petit peu plus haut que les 2 stations spatiales dont on vient de parler. Ensuite, concernant les satellites artificiels, alors il y en a beaucoup, on l'a dit tout à l'heure. Le premier qui a été lancé, c'est Sputnik 1 par l'URSS en 1957. Depuis 1957 jusqu'en janvier 2018, il y en a eu environ 8650 d'envoyés dans l'espace. Alors sur ces 8650, environ 4700 sont toujours en orbite terrestre, dont 1800 encore opérationnels, c'est-à-dire qu'il y en a une bonne partie qui n'y sont plus opérationnels. Alors sur ceux qui sont opérationnels, la grande majorité se trouve en orbite basse, c'est le cas de l'ISS, Tiangong 2, Hubble et autres. Et une autre majorité sont géostationnaires, c'est-à-dire à 36 000 km d'altitude, donc beaucoup plus loin. Entre les deux, eh bien, il y en a beaucoup moins. Certains se trouvent à 20 000 km d'altitude, d'autres sont en orbite elliptique. Alors ces satellites artificiels ont divers objectifs et usages très variés. Alors il existe des satellites de communication, télécommunication, des satellites de ressources, de positionnement, de navigation, des satellites militaires, des satellites scientifiques et météorologiques qui servent notamment à préparer les prévisions. C'est intéressant, mais ce serait bien si on pouvait les observer. Est-ce qu'on peut les observer à l'œil nu ? Tout à fait, c'est possible, en tout cas pour certains d'entre eux. Le premier objet observable, le plus facilement observable, c'est sûrement l'ISS. L'ISS, elle a une luminosité apparente qui peut égaler Vénus, la luminosité de Vénus, voire même la dépasser. Au maximum, elle atteint une magnitude apparente visuelle de moins 5,3, quoique la moyenne, ça tourne autour de moins 3. Par contre, elle a un passage relativement court, une durée de passage relativement courte. Environ 5 minutes d'un horizon à l'horizon opposé. Tiangong 2, la station chinoise, elle, c'est à peu près pareil que l'ISS, au niveau de sa durée de passage d'un horizon à un autre. Par contre, elle est un peu moins facilement visible, elle est plus discrète, parce qu'elle est un peu moins lumineuse. Souvent, elle a une magnitude qui est positive. Et du fait de son inclinaison orbitale, elle passe sous nos latitudes
assez bas sur l'horizon. Hubble, par contre, le télescope Hubble n'est pas observable à l'œil nu sous nos latitudes, ou alors très difficilement et en descendant plutôt vers le sud, plus que vers le nord. Quant aux satellites artificiels, eh bien, il y en a diverses. Alors on a par exemple les flashs Iridium, comme leur nom l'indique, ce sont des flashs qui sont brefs, quelques secondes. Ils sont localisés et intenses. En effet, puisqu'ils peuvent atteindre 30 fois la luminosité de Vénus. La magnitude maximale enregistrée pour un flash Iridium, c'est moins 8,4 quand même. Alors, à quoi sont dus ces flashs ? Eh bien, au reflet du Soleil sur de grandes antennes en aluminium. Les satellites de cette constellation sont nombreux et on peut en observer plusieurs par nuit et par semaine dans des conditions favorables, c'est-à-dire haut dans le ciel, très brillant et par un ciel sombre. Alors pour la petite anecdote, les iridiums, en fait ce sont un système de téléphonie par satellite qui assure une couverture de l'ensemble du globe circulant sur une orbite quasi polaire à environ 780 km d'altitude, soit un peu plus haut que les deux stations spatiales, et le télescope Hubble. À côté de ça, on a les satellites géostationnaires. Alors eux, ils sont beaucoup plus loin, on l'a dit tout à l'heure, 36 000 km d'altitude, ce qui fait qu'ils ont une magnitude très faible, donc on ne peut pas les voir à l'œil nu. Par contre, c'est très intéressant de pointer un télescope dessus, un petit télescope, il n'y a pas besoin d'un gros forcément, pour la simple raison que les géostationnaires ne bougent pas. Dans le ciel, ils ne bougent pas. Ce sont les seuls satellites à ne pas bouger. Ils sont toujours dans le même endroit du ciel, à n'importe quel moment d'une journée, à n'importe quel moment de l'année. Ils ne bougent pas. Comme leur nom l'indique, ce sont des géostationnaires, c'est-à-dire qu'ils stationnent toujours au-dessus d'une région fixe de la surface terrestre. D'accord, mais comment peut-on être sûr que quand on voit un objet lumineux se déplacer dans le ciel, ce soit bien un satellite artificiel ? Alors c'est pas toujours facile, parce qu'on peut confondre avec d'autres objets qui ne sont pas forcément des satellites artificiels. Alors vous me direz, c'est pas très compliqué à différencier des avions, tout simplement parce que les avions, ce sont des points clignotants qui se déplacent dans le ciel, alors que, par exemple, l'ISS, c'est un point fixe, très lumineux, qui se déplace à grande vitesse. Alors, oui et non, c'est-à-dire que, en fait, par exemple, si on prend la station, pour donner un exemple, en fait, l'ISS est beaucoup plus haut dans le ciel, et en même temps, elle tourne beaucoup plus vite autour de la Terre qu'un simple avion de ligne. Mais c'est sans compter sur le fait que les avions sont beaucoup plus bas. Donc du coup, la vitesse apparente qu'on va voir depuis la Terre sera à peu près la même en fait. Et donc c'est facilement confondable au niveau de la vitesse. Mais c'est aussi confondable au niveau du point lumineux. Parce que ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que les avions ont des feux de position et pas seulement des feux clignotants. Tout dépend de l'angle de vision que l'on a par rapport aux avions. Mais à certains moments, pendant même plusieurs minutes, on va pouvoir voir un avion arriver face à nous avec les feux de position qui nous seront dans les yeux. Donc on aura l'impression que ça sera un point lumineux fixe qui se déplace dans le ciel. Et on va se dire, en fait, c'est peut-être l'ISS. Et non, mais on s'en rendra compte assez rapidement, puisque dès que l'avion aura passé au-dessus de nous et montrera son arrière, eh bien on verra ces feux clignotants cette fois-ci. Alors quelques logiciels et applications qui vont nous permettre de suivre les satellites, de repérer l'ISS. Je citerai déjà Stellarium. Alors Stellarium, c'est un logiciel pour ordinateur qui donne déjà quelques indications sur divers satellites, notamment de la constellation Iridium, mais d'autres satellites également. Par contre, sur Stellarium, on n'a pas les passages de l'ISS et de Tiangong 2, ni d'Hubble d'ailleurs. Previsat. Alors Previsat, c'est un logiciel libre qui permet de suivre les satellites sur une carte du monde, également avec un ordinateur. Et puis on a des sites internet comme Heavens-Above ou CalSky,
qui fournissent des éphémérides en ligne, alors aussi bien de divers satellites artificiels que du télescope spatial Hubble, que de l'ISS et que de Tiangong 2, c'est vraiment très complet. Enfin, je citerai une application pour Android, ISS Detector, elle est également complète et très précise, et surtout elle est très simple d'utilisation. Alors avec ISS Detector, on peut suivre le passage de l'ISS, on a le moment et l'endroit précis dans le ciel où il est situé. Il y a également Tiangong 2 et divers satellites de la constellation Iridium. Merci Mathieu pour tous ces renseignements. Et voilà que se termine cette émission spéciale. Alors on espère qu'elle vous en a appris plus sur les satellites artificiels et les stations spatiales. On espère aussi qu'elle vous a plu. Et on vous souhaite bonnes observations en espérant que vous puissiez voir un de ces objets dans le ciel.